On passe maintenant à des analyses en LCMS, plus précisément avec une UPLC TQ, c'est-à-dire un triple quadrupole. Alors on souhaite doser deux molécules dans différents organes de pêcher, l'acide chlorogénique et l'acide dicaféylquinique. On va donc utiliser tout à l'heure une gamme étalon d'un mélange de ces deux molécules entre 78,125 nanomolaires et 50 micromolaires. Alors, en guise de question préliminaire, rappelez ce qu'est le mode MRM et pourquoi il est employé préférentiellement dans notre cas de figure. Eh bien, tout simplement, MRM, c'est Multiple Reaction Monitoring. C'est une méthode d'analyse qui est spécifique au triple quadrupole et qui consiste à quantifier les molécules à partir d'un signal de masse qui est issu de deux filtrages successifs. On appelle ça une transition. Un ion parent est sélectionné dans le premier quadrupole, puis fragmenté dans la cellule de collision, pour finalement choisir un ion fils avec le dernier quadrupole. Donc la caractéristique de ce mode d'analyse, c'est une certaine spécificité du signal. Les transitions sont spécifiques, relativement spécifiques des molécules, et un faible bruit de fond, qui en font donc une très bonne technique pour les analyses quantitatives, comme c'est le cas ici. Deuxième question, en quoi consiste l'intégration d'un pic? Eh bien, intégrer un pic consiste à calculer l'air sous la courbe du signal chromatographique, donc sous la courbe d'un pic chromatographique, on appelle ça une intégrale, et cet air est idéalement proportionnel à la quantité de la molécule. On a réalisé une gamme étalon d'un mélange de ces deux molécules entre 78,125 nanomolaires et 50 micromolaires, et voici des chromatogrammes intégrés. Donc vous avez un empilement de chromatogrammes pour l'acide chlorogénique à gauche et le 3,5-disécu, c'est-à-dire le dicaféylquinique à droite. Donc vous voyez différents chromatogrammes qui correspondent à différentes concentrations de la molécule. Alors on vous demande d'abord quelles sont les transitions qui sont utilisées. Ben, c'est facile, il suffit de regarder en haut à droite, et on voit les transitions MRM. Pour l'acide chlorogénique, l'ion 353,14 qui donne un ion fils 190,79. Et pour l'acide dicaféylquinique, 515 qui donne 172,8. Quelle différence peut-on remarquer entre les deux molécules, entre les EIC, donc les MRM de ces deux molécules? Eh bien d'abord, l'échelle des signaux est globalement plus élevée pour l'acide chlorogénique, ça va de 10 puissance 6 à 10 puissance 8, que pour l'acide dicaféylquinique, donc qui va de 10 puissance 3 à 10 puissance 7. Donc en fait, on peut penser que la limite de détection est plus basse pour l'acide chlorogénique que pour le 3,5-disécu. Deuxième chose, à la plus faible concentration, le 3,5-disécu ne donne pas de signal. Donc ça veut dire qu'effectivement, sa limite de détection est plus élevée. On voit des molécules que si elles sont plus concentrées. Et puis troisièmement, à droite du 3,5-disécu, on trouve une contamination qui n'a pas l'air de gêner l'intégration, mais il y a un autre pic, un épaulement, donc le 3,5-disécu est à 7,06 minutes, c'est son temps d'élution, c'est le sommet du pic, et on a à 7,32, donc une autre bosse qui correspond à une autre molécule. Maintenant, voici les courbes étalons, donc en haut pour l'acide chlorogénique, en bas pour le 3,5-dicaféylquinique, donc on a l'air de pic en fonction de la concentration, et puis on peut zoomer donc sur le bas de la courbe pour voir si ça reste linéaire. Pour l'acide chlorogénique, c'est le graphe de gauche dans le cadre droit, et puis pour le 3,5 dicaféylquinique tout à droite. Donc ces courbes étalons, à votre avis, sont-elles satisfaisantes pour quantifier les métabolites, et si oui, dans quelle gamme? Eh bien, les coefficients de régression de ces droites montrent une réponse qui est bien linéaire, donc de la surface en fonction de la concentration, mais les points du bas de la gamme ne sont pas forcément si bien alignés, en particulier les deux premiers, donc il sera moins rigoureux de calculer les concentrations si les pics des échantillons sont dans cette gamme d'air, c'est-à-dire une aire inférieure à 100 000 pour l'acide chlorogénique et inférieure à 10 000 pour le 3,5-disécu. Alors que faudrait-il vérifier avant de valider définitivement ces courbes étalons? Qu'est-ce qui nous manque comme information? Eh bien, il nous manque l'information de la surface des pics trouvés dans les échantillons. Il faut s'assurer que les échantillons fournissent des signaux qui sont dans cette gamme. Alors maintenant, on a des mesures de ces molécules dans différents tissus. Donc dans le limbe foliaire, dans la nervure, dans la tige, et puis on a rajouté deux standards, un standard à 125 micromolaires et un standard à 500 micromolaires, donc pour les deux molécules.
Première question, peut-on utiliser la gamme étalon pour quantifier les molécules? Alors il faut préciser que sur les pics, dans les chromatogrammes, vous avez deux chiffres. Par exemple, pour le chromatogramme tout en haut à gauche, acide chlorogénique dans le limbe, on voit qu'il y a un pic à 5,09 minutes, c'est ce qui est indiqué au sommet du pic, à l'apex, et puis ensuite on a un chiffre très grand qui correspond à la surface donc, du pic. Donc on a fait l'intégration de ces ions. Eh bien on voit que les surfaces de pic se trouvent dans la partie haute de la gamme, et même la partie très haute pour l'acide chlorogénique. On a un facteur 3 dans les nervures par rapport au point le plus haut de la gamme. Alors ça c'est un problème, on est hors gamme. Quelles sont les solutions possibles? Eh bien on peut diluer les extraits, ou à l'inverse, rajouter des points de gamme, au minimum jusqu'à 1,5 millimolaire. C'est-à-dire 3 fois le standard de 500 micromolaires. L'étudiante qui a fait le travail a choisi de diluer les échantillons d'un facteur 50, et donc on se retrouve avec les mesures qui sont présentées, donc dans les tiges, les nervures et les limbes pour l'acide chlorogénique et le 3,5-10-CQ, et la gamme étalon avec les aires de pic, qui sont exprimées en micromolaires. Est-ce qu'on peut utiliser cette gamme étalon sur des échantillons dilués 50 fois? Eh bien non. On voit cette fois que les aires de pic sont dans la partie basse de la gamme, voire même en dessous. Et donc, on voit même que l'intégration est quasi impossible pour le 3,5-10-CQ. En fait, les échantillons sont trop dilués, il faut refaire une dilution intermédiaire. Donc ça, en fait, c'est un cas réel, hein. C'est ce qui s'est passé véritablement sur nos échantillons. Et donc, on a tâtonné jusqu'à trouver, donc il y a eu une erreur aussi de la part de l'étudiante, mais on a tâtonné jusqu'à trouver la bonne dilution pour tomber dans la gamme linéaire, donc qui donne une réponse linéaire pour les deux molécules. Alors maintenant, on va changer de molécule, on va parler du développement d'une méthode MRM pour doser des phytohormones, donc sur une colonne C18, phase inverse. En particulier, on souhaite doser l'acide abscisique à bas. Alors d'abord, quelles sont les étapes de développement d'une méthode MRM? Eh bien, on l'a vu en cours. D'abord, on prépare une solution de standard ou d'échantillon assez concentrée en molécules d'intérêt. On va d'abord faire une analyse en mode scan positif et négatif, commencer par choisir la polarité, en regardant le mode qui donne la meilleure réponse, la réponse la plus intense, et on va choisir un ion par an, c'est-à-dire celui qui est le plus intense, donc soit en mode positif, soit en mode négatif. Ensuite, on va passer en mode SIR, Single Ion Recording, pour ne regarder que 7 ions par an, et on va moduler la tension du cône. Donc le cône, c'est cette pièce métallique qui entraîne les molécules chargées formées dans le spray vers l'analyseur de masse. Et bien là, il y a une tension, et on va la moduler de façon à obtenir le meilleur signal possible pour l'ion par an sélectionné. Quatrième étape, on fait une analyse en mode daughter scan. On va choisir l'énergie de collision et l'ion fils. Donc on va faire un certain nombre de tests pour déterminer l'ion fils qui donne le meilleur signal, le plus intense, en fonction des différentes énergies de collision. Et enfin, on vérifie en mode MRM que la méthode fonctionne, et on regarde le type de signal obtenu dans les échantillons par rapport à la courbe étalon, pour savoir si on pourra faire la quantification. Alors on commence par les scans en mode positif et négatif. Donc on voit ici à gauche les chromatogrammes et à droite les spectres de l'acide abscisique pur. Donc on voit, donc si on part du bas, le chromatogramme en barrette de diode, donc qui donne le spectre d'absorbance dans l'UV et le visible. Ensuite, la courbe verte, il s'agit du spectre en mode négatif, scan négatif, vous le voyez, ES- en haut à droite. Et puis en haut, donc le scan en mode positif. Et à droite, donc, on a les spectres qui correspondent donc au sommet des pics dans chacun de ces chromatogrammes. Alors, d'après ces spectres, quelle est la masse monoisotopique probable de la molécule? Eh bien, pour ça, on regarde les spectres de masse en mode positif et négatif, et on observe qu'il y a deux ions qui diffèrent de 2 unités de masse atomique en mode positif et négatif.
On a l'ion 262,9 en mode négatif, hein, c'est le pic vert, et on a un ion 265 en mode positif. Donc ça, on en déduit qu'il s'agit du M plus H+, et du M moins H- de la molécule. Donc ce sont les deux ions moléculaires, en mode positif, en mode négatif, et donc que la masse monoisotopique se situe entre les deux, à 264. Alors, est-ce que cette masse peut être déterminée précisément avec exactitude ici? Eh bien non, parce que le triple quad est un instrument à basse résolution. La précision sur la masse est d'environ 0,5 Dalton, 0,5 unité de masse atomique. C'est un peu moins que ça, mais enfin, ça peut varier d'environ 0,5. Donc il n'est pas question ici d'avoir la masse précise. Comment peut-on interpréter certains des ions que l'on trouve dans le spectre de masse? Et vérifiez-le avec l'outil Excel Mass Calculator. Donc vous avez l'ion 247,2, 229, 287, 201 et 218,9. Eh bien, ayant trouvé donc les M plus H+, M moins H-, eh bien, on peut voir que dans le spectre en mode positif, donc, on a le 247.2 qui correspondrait à M plus H moins H2O, le 229 M plus H moins 2H2O, donc la molécule aurait perdu 2 hydroxyles, et puis 287 M plus Na, un aduit de sodium. Quant à 201 en mode positif ou 218.9 en mode négatif, il s'agit probablement de fragments de la molécule, même si à ce stade on ne sait pas lesquels ce sont. Que nous apprend le spectre en ultraviolet? Eh bien, le spectre d'absorbance UV nous apprend que l'acide abscisique possède un maximum d'absorbance à 261,4 nanomètres. Alors on a obtenu les chromatogrammes EIC pour chacun des ions, donc 265 en mode positif et 263 en mode négatif, pour l'acide abscisique pur, les deux présentés avec un cône voltage de 20 volts, et on décide d'utiliser le mode négatif pour continuer le développement. À votre avis, pourquoi? Eh bien, à tension de cône égale, les deux modes donnent un signal EIC comparable pour l'ion moléculaire. Donc vous avez autour de 7, 10 puissance 8 d'intensité, hein, c'est ce que vous voyez en haut à droite des chromatogrammes. Mais le pic de IC en mode négatif est plus gaussien et semble donner un bruit de fond moins apparent. On va donc choisir comme ça, a priori, le mode négatif. Maintenant, en toute rigueur, que doit-on faire pour procéder au choix de la polarité d'ionisation et de l'ion parent? Eh bien, en théorie, il faudrait conduire une série d'analyses qui fait varier la tension de cône en mode scan pour choisir la polarité, mais aussi le couple ion, donc EIC, ion énergie de cône, tension de cône, qui produit le signal le plus intense. Il se trouve que c'est d'habitude plutôt en mode positif que les fragments sont plus intenses, même si ce n'est pas le cas ici. Alors maintenant, on a le CIR, Single Ion Recording, en mode négatif de l'acide abscisique à différentes tensions de cône. Donc on voit qu'on a choisi le mode négatif, donc l'ion 262.9, 263. Quelle tension allez-vous choisir? Eh bien celle qui donne le signal le plus intense, et ici ça va être 20 volts, c'est avec 20 volts qu'on a l'aire de pic la plus grande. Maintenant, avec cet ion parent, on fait un daughter scan pour le fragmenter à différentes énergies de collision. Donc vous voyez 12 électronvolts, 24, 36 et 48, et on a à chaque fois, d'un côté donc le total ion current du daughter scan, et à droite les spectres de masse obtenus au sommet des pics. Donc quelles sont les paires d'ions fils candidats dans ce cas? Eh bien, à l'évidence, les tensions plus élevées que 12 volts provoquent un effondrement du signal. Donc on va choisir 12 volts, et l'ion fils 152,9 qui est retenu. Notez qu'on pourrait aussi tester à nouveau des énergies de collision plus faibles, peut-être qu'à 10, 5, 7 électronvolts, on a un ion plus intense. Donc maintenant qu'on a fait tout ce travail, on peut récapituler la méthode MRM complète pour le dosage de l'acide abscisique. On va travailler en mode négatif, la molécule a un temps de rétention de 7,4 minutes, l'énergie de cône retenue est de 20 volts, l'énergie de collision 12 électronvolts, et la transition est 263, donne 153. Voilà donc toutes les informations nécessaires qui suffisent et suffisantes pour faire l'analyse de l'acide abscisique dans notre système. Alors voici maintenant la structure de l'acide abscisique. Donc déterminer sa formule brute, vous avez donc les masses nominales
sont données, donc on va faire en basse résolution avec les masses nominales. Il faut quand même connaître quelques-unes des masses des atomes les plus courants, le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, éventuellement le phosphore et le soufre, mais il faut aussi connaître le sodium, le potassium et le chlore, parce que ce sont des adduits extrêmement fréquents en spectrométrie de masse. Alors pour déterminer sa formule brute, on peut utiliser ChemSketch. Là, on peut aussi tout simplement compter les atomes. Donc à partir de la formule, on compte le nombre d'atomes de carbone, le nombre d'atomes d'hydrogène en tenant compte de la saturation des atomes de carbone, et puis le nombre d'atomes d'oxygène, et on fait la somme. Et bien la formule brute est C15H20O4. Et autre question, à quoi pourrait correspondre l'ion fils retenu de 153 unités de masse atomique? Eh bien, on peut découper à différents endroits cette molécule, et on voit que si on la coupe sur une liaison carbone-carbone ici, eh bien, on va avoir un ion de masse 153, donc c'est probablement cette fragmentation qui a lieu lorsqu'on a appliqué le Daughter scan. Maintenant, à quoi pourraient correspondre les ions que nous avions trouvés en mode positif? Eh bien, le 247,2, on a vu M plus H moins H2O, donc il y a deux possibilités pour perdre de l'eau, puisqu'il y a deux hydroxyles, j'en ai représenté qu'un ici. 229 M plus H moins 2H2O, eh bien là on perd donc les deux OH. Et puis, l'ion donc 201, eh bien là on n'arrive pas à le trouver, donc il n'est pas toujours facile de comprendre la façon dont s'ionisent les molécules. Et ça, c'est une des difficultés, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des réarrangements moléculaires dans la source qui font que les ions fils ne sont pas forcément évidents à trouver. Les derniers exercices que nous allons faire concernent cette fois des analyses en UPLC cutoff, donc en LCMS à haute résolution. Alors nous avons ici une analyse en MSE négatif sur colonne C18. MSE, ça veut dire en fragmentation complète. L'appareil alterne l'acquisition des ions par an et des ions fragmentés, donc de façon très rapide, de sorte à ce qu'on a deux chromatogrammes et deux types de spectres de masse, les spectres de masse MS et les spectres de masse MS-MS, de tous les ions qui sont produits en source. Donc on a un blanc d'extraction ici qui est injecté, et on vous demande d'abord de définir ce qu'est un blanc d'extraction et le total ion current. Le blanc d'extraction, c'est un échantillon ne contenant pas de prise d'essai, c'est-à-dire de matériel biologique, mais traité en tout point comme les autres, même solvant, traitement thermique, centrifugation, ajout de standard interne, etc. Et le TIC, Total Ion Current, affiche à chaque temps d'acquisition la somme des ions détectés. Donc c'est le chromatogramme le plus complet, qui contient toute l'information, mais qui n'est pas forcément la plus claire pour comprendre. Qu'observez-vous concernant la ligne de base entre 0 et 22 minutes? Et comment l'expliquer? Eh bien, on voit que la ligne de base augmente, ce qui est dû au gradient chromatographique, en fait, parce que la proportion de solvants forts, qui peut être de l'acétonitrile, du méthanol, de l'isopropanol, etc., ici c'était du méthanol, je crois, est augmentée régulièrement, ce qui produit des ions, et donc du bruit de fond. Qu'observez-vous à 5,75 minutes et 7,17 minutes? Quelles hypothèses peuvent expliquer cette observation? Eh bien, on voit en fait, à ces temps de rétention, deux pics qui se distinguent nettement du bruit de fond, et qui indiquent la présence de contaminants, puisque nous sommes dans un blanc. Ils peuvent provenir du solvant utilisé pour l'extraction, ou d'une contamination du standard interne le cas échéant. Il peut aussi s'agir d'un effet mémoire sur la colonne ou dans le système d'injection, c'est-à-dire une contamination persistante par les injections précédentes. On appelle ça aussi des contaminations croisées. Nous avons ici deux affichages, le Total Ion Current et le BPI. Alors le BPI, c'est le Base Peak Intensity. Alors, vous ne l'avez pas encore vu, on va le définir justement dans cet exercice. Définir le BPI, quelles sont les conséquences d'un affichage en mode Base Peak Intensity sur la ligne de base. Eh bien, cet affichage BPI est très intéressant parce que le chromatogramme affiche à chaque temps d'acquisition, à chaque point d'acquisition, uniquement l'ion le plus abondant du spectre, contrairement au TIC qui affiche la somme de tous les ions, c'est-à-dire les ions importants mais aussi le bruit. Le BPI, lui, est débarrassé du bruit, et donc la dérive liée à la multitude d'ions peu abondants mais nombreux du bruit de fond est très diminuée. Vous voyez que la ligne de base est quasiment horizontale en mode BPI. Y a-t-il d'autres contaminants qu'à 5,7 minutes et 7,17 minutes? Pourquoi pouvez-vous répondre à cette question grâce au BPI? Eh bien effectivement, on observe une série de contaminants mineurs
entre 10 et 12 minutes, mineur parce que peu intense, peu abondant. Ces ions étaient cachés en partie par la dérive de la ligne de base, qui était liée au gradient chromatographique. Donc vous voyez que sous un total ion current, sous la ligne de base d'un total ion current, se cachent de nombreuses molécules. Voici maintenant les chromatogrammes total ion current de 3 blancs d'extraction injectés à différentes dates avec la même méthode. Donc le 2 mai, le 3 mai et le 10 mai, ainsi que le 13 mai. L'axe des ordonnées est à la même échelle, vous pouvez le voir en haut à droite de chacun des chromatogrammes, on a 8, 52, 10 puissance 6, donc tout est affiché à la même échelle. Qu'observe-t-on? Eh bien on observe que tous les blancs sont contaminés d'abord, et que la contamination n'est pas liée à un accident isolé. Et d'autre part que l'intensité de cette contamination varie de façon assez irrégulière. On ne peut pas trouver une tendance à l'augmentation ou à la diminution de cette pollution au cours du temps. Au passage, qu'observe-t-on concernant les variations de temps de rétention des pics? Eh bien, on voit qu'il existe une légère dérive du temps de rétention sur la période de quelques jours qu'a duré l'analyse, ce qui est normal, la déviation étant inférieure ici à 0,1 minute. Donc c'est toutefois à surveiller. S'il y avait un décalage systématique progressif au cours du temps des temps de rétention, eh bien, on pourrait suspecter une fuite dans le système chromatographique. Voici maintenant le chromatogramme TIC d'un échantillon. Il s'agit d'un QC, d'un pool, qui a été injecté le 10 mai 2019. Comment savoir s'il est également contaminé? Vous voyez d'ailleurs que cet échantillon est beaucoup plus riche que le blanc. On voit infiniment plus de pics que dans le blanc, ce qui est quand même rassurant et normal. Eh bien d'abord, on peut aligner le chromatogramme, le BPI de préférence, puisqu'on va se débarrasser du bruit de fond, avec celui du blanc. Et zoomer dans la plage de temps d'élution de la contamination pour voir si les pics présents dans le blanc sont aussi présents dans l'échantillon. Et donc, une fois qu'on a fait ça, s'il y a un pic au même temps de rétention que dans le blanc, on peut afficher les spectres de masse dans le blanc et dans l'échantillon pour constater s'ils sont identiques ou pas. En superposant les chromatogrammes BPI de l'échantillon et du blanc, eh bien, on peut se demander si le contaminant est présent dans l'échantillon. Alors, a priori, oui, puisqu'on observe bien un pic à 5,75. Et au vu du BPI, quel risque le contaminant pourrait-il faire courir lors de l'analyse des données? Eh bien, le contaminant est abondant, il est à 10 puissance 5, on le voit en haut à droite du chromatogramme, et coélu avec au moins une molécule de l'échantillon qui sort à 5,73 minutes. Donc on a le risque ici d'une mauvaise déconvolution, d'une mauvaise intégration, si les molécules présentes dans la même zone, qui coéluent, ont des ions NZ qui sont identiques dans leur spectre, et donc on pourrait mal doser cette molécule qui coélue avec le contaminant. Voici les spectres justement à 5 minutes 75 des chromatogrammes de l'échantillon et du blanc. Que peut-on en conclure? Eh bien on voit que les spectres de masse sont très similaires, la contamination est donc bien présente aussi dans les échantillons. Est-ce que c'est surprenant? Non, puisque le blanc d'extraction a subi exactement les mêmes traitements et analyses que les échantillons. Le blanc est-il utile? Oui, il joue bien son rôle en indiquant les molécules dont il ne faudra pas tenir compte dans l'interprétation, puisqu'il s'agit de contamination. En affichant les EIC des ions formant un pic à 5,75 minutes dans l'échantillon, eh on peut répondre à la question comment savoir si la contamination va gêner l'analyse de l'échantillon. En affichant ces EIC, donc, on peut voir s'ils sont uniques dans leur zone, c'est-à-dire s'ils sont également présents dans des molécules de l'échantillon ou seulement dans le contaminant. Donc c'est le cas d'un certain nombre d'ions qu'on a affichés ici, 303,05, 285,04, 177,02 et 125,02. Les EIC sont bien gaussiens et uniques dans la zone, donc ils ne vont pas gêner l'analyse des autres molécules, même si elles coéluent partiellement. Donc, le problème, c'est qu'il faudra quand même le vérifier systématiquement dans tous les échantillons. Alors maintenant, quelques petites questions théoriques. Voici le chromatogramme TIC d'un échantillon, il s'agit d'un QC, d'un pool. Quel principe physique gouverne l'ordre d'élution dans ce cas? Eh bien, les molécules les plus polaires sont éluées en premier sur une colonne apolaire en phase inverse. Donc en fait, on aura un ordre d'élution par ordre d'apolarité croissante. Vous réalisez une nouvelle série d'injections, mais vous vous rendez compte que vous êtes trompé de solvant fort. Vous avez utilisé de l'isopropanol au lieu du méthanol. Quel sera l'effet sur le temps de rétention? Donc là, on peut s'appuyer sur ce graphique des polarités.
Eh bien, l'isopropanol est moins polaire que l'acétonitrile ou le méthanol. Son pouvoir éluant est donc plus fort en phase inverse, et les molécules devraient dans l'ensemble être éluées plus tôt. Maintenant, dans un extrait de pêcher, on s'intéresse à deux molécules qui a priori discriminent les échantillons. On a ici un chromatogramme BPI, où on voit deux molécules. Que nous apprend l'ordre d'élution de ces molécules? Respectivement, l'une sort à 4,41 minutes, l'autre à 6,09. Eh bien, la polarité de la molécule 1 est très supérieure à la polarité de la molécule 2, puisqu'elles ont un peu moins de 2 minutes d'écart. Voici les spectres purifiés de chacune des molécules, c'est-à-dire dont on a soustrait le bruit de fond. En quoi consiste la purification? Je viens de le dire. On additionne les scans à l'intérieur du pic d'intérêt, et on soustrait les scans du bruit de fond sur les côtés du pic. Comment être certain que les ions affichés appartiennent bien aux molécules et non à des coéluants? Il faudrait donc afficher les EIC des différents ions et vérifier qu'ils sont gaussiens et qu'ils sont alignés. On a ici les EIC de la molécule 1, donc on voit l'ion 707 en bas, 353 et 191. Qu'est-ce qu'on constate au sujet des ions 353 et 191? Et d'abord, pardon, les ions sont-ils bien produits par la même molécule? Alors, ces EIC sont alignés, ils sont tous élués à 4,41 minutes, donc ils appartiennent probablement à la même molécule. Et au sujet des ions 353 et 191, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, que ces ions sont présents dans le spectre de la molécule dont le temps de rétention est proche de celui de la molécule 1, donc 4,41. Mais il est possible que des molécules qui sortent un peu plus tôt à 4,31 ou à 4,52 soient apparentées, donc puisqu'elles possèdent les mêmes ions dans leur spectre de masse. Ça peut être des isomères ou des composés conjugués, par exemple. Voici les EIC de la molécule 2. Eh bien, on s'aperçoit que les EIC sont alignés, sauf peut-être l'ion 236, donc il faudra être prudent lors de l'interprétation, et il faudra essayer de comprendre quels sont ces ions, pour pouvoir trancher, savoir si, oui ou non, le 336, excusez-moi, c'est une erreur, le 336, le violet, là, appartient ou pas au spectre de la molécule. Maintenant, comment interpréter le spectre purifié de la première molécule? Eh bien, on remarque que 707 est presque le double de 353, c'est 2 fois 353 plus 1. En mode négatif, donc 707 et 353 ne peuvent être que des anions, donc les analytes correspondants sont de masse 708 et 354. On en déduit que 707 est un dimère de la molécule ayant perdu un proton. C'est donc 708-1, c'est-à-dire 2 fois 354-1. C'est le deuxième moins H-. Et le 353 est l'ion moléculaire M-H- de fait, et la molécule a donc une masse monoisotopique de 354 unités de masse atomique. 191, quant à lui, doit être un fragment de l'ion 353. Donc vous voyez que si on repère un dimère, on peut en déduire l'ion moléculaire s'il est présent, et vérifier qu'il est présent dans le spectre de masse. Maintenant, voici le spectre purifié de la molécule 2. Comment l'interpréter? Eh bien, on remarque de la même façon que 1031 est 2M-H-, et que donc 515 est l'ion moléculaire M-H-, et que la molécule a une masse monoisotopique de 516. Quelle hypothèse peut-on proposer en comparant les spectres 1 et 2? Eh bien, on remarque également que cette molécule produit des ions identiques à ceux de la molécule 1, 191 et 353. Il est donc possible que ces deux molécules aient en fait une structure commune et soient liées d'un point de vue métabolique. La molécule 2 ayant une masse supérieure, elle est peut-être un conjugué de la molécule 1. Voici comment se présente le fichier Mass Calculator, donc qui est un fichier Excel. Dans le premier onglet, vous avez les éléments, c'est-à-dire les atomes et la masse monoisotopique de ces atomes. Dans l'onglet numéro 2, vous avez un certain nombre de conjugués fréquents, c'est-à-dire de fonctions chimiques qu'on retrouve fréquemment donc avec leur formule, donc le nombre d'atomes de chacun des atomes, et les masses monoisotopiques exactes de ces fonctions chimiques et organiques. Dans l'autre onglet, vous avez donc la possibilité de calculer les masses monoisotopiques à partir des formules brutes. Donc vous avez une molécule candidate que vous trouvez dans la littérature, par exemple. Vous connaissez sa masse nominale. Eh bien, vous pouvez, avec ceci, calculer sa masse exacte. Donc c'est le mime, c'est la colonne I. Et vous aurez accès à un grand nombre d'ions qui sont fréquents, qui existent donc en électrospray.
donc qui seront calculés automatiquement. Ça, c'est utile pour les chercher de façon rapide dans les spectres de masse. Alors on peut vérifier les calculs avec masse calculateur et chercher d'autres ions parmi ceux proposés. Donc il suffit de saisir la masse monoisotopique dans la colonne I, et on va voir donc un certain nombre d'ions en mode négatif. On va donc trouver ceux qui correspondent aux dimères. On va trouver aussi des ions candidats qui sont intéressants pour les deux molécules. La perte in source de résidus caféoïl, donc 191, peut s'expliquer par la perte d'un caféoïl dans la molécule 1 et par la perte d'un caféoïl dans la molécule 2. Le fait que l'ion 191 soit présent dans la molécule 2 s'interpréterait comme la perte de deux résidus caféoïl dans cette molécule. Ainsi donc, la molécule 1 comporterait un résidu inconnu de masse 191 et un résidu caféoïl. La molécule 2 serait une molécule 1 conjuguée à un résidu caféoïl supplémentaire. Voici maintenant les spectres MS-MS purifiés de la molécule 1. Interpréter ce spectre. Eh bien, on voit que les ions 705 et 353 ont quasiment disparu. L'ion 191 domine, confirmant qu'il s'agit bien d'un fragment. Et l'ion 85, qui est possiblement un fragment de 191. On observe aussi l'ion 375, qui ne peut être qu'un fragment du dimère 707. Pareil pour la molécule 2. Eh bien, l'ion 1031 a quasiment disparu. L'ion 515 est minoritaire, il a été largement fragmenté. Et les ions 191 et 135 dominent, confirmant qu'il s'agit de fragments. On note aussi l'ion 353, qui est donc sans doute aussi un fragment de l'ion 515. On peut essayer d'identifier les molécules à l'aide de recherches dans Google et sur un autre site qui est Respect for Phytochemicals. Google va vite remployer, quand on utilise les bons mots-clés, par exemple MZ, entre guillemets, 353 caféoïl, va donner rapidement un certain nombre de structures possibles, et on va trouver des résultats concernant l'acide caféoylquinique, l'acide chlorogénique qu'on a vu tout à l'heure. La recherche avec 515 va également rapidement nous orienter vers l'acide dicaféoylquinique. Donc en fait, on retrouve les deux molécules qu'on avait vues en UPLC triple quad. Dans Respect, il est possible d'interroger la base de données, qui va également elle-même nous renvoyer vers l'acide chlorogénique. Donc vous voyez, on saisit la polarité négative, on saisit également le spectre de fragmentation. Donc le premier chiffre est l'ion en haute résolution, le deuxième chiffre est son intensité dans le spectre de masse, et donc en dessous on voit 23 hits, donc, qui correspondent à des molécules qui ressemblent à l'acide chlorogénique. On peut récupérer la formule développée des deux molécules et essayer de comprendre la nature de leurs ions avec ChemSketch. ChemSketch donc est intéressant puisqu'on peut simuler des coupures avec l'outil ciseau. Donc on voit ici donc l'ion 353 ou l'ion 191 pour les différentes structures. Connaissant les ions moléculaires, on décide d'utiliser la précision du cutoff sur la mesure de la masse pour déterminer la formule brute de ces ions. Quelle est la précision de la mesure si la molécule 1 est bien l'acide chlorogénique? Eh bien, on voit afficher en haut des pics la masse exacte mesurée, et dans notre tableau masse calculator, on a la masse exacte de ces ions. Eh bien, la masse expérimentale corrigée par la log-mass, donc, alors la log-mass c'est un dispositif du cutoff, je ne rentre pas dans le détail, mais on a la masse exacte, donc 354,0872, et la masse théorique qui était donnée en fonction de la formule brute est de 353,0873. Et donc on peut calculer la différence entre la masse exacte et puis la masse mesurée. Eh bien c'est 353,0873 moins 353,0872 que divise la masse donc théorique, 353,0873, ce qui nous fait 0,28 ppm. On voit que la précision ici est très élevée sur la mesure de cette masse. On va également utiliser les outils d'analyse du massif isotopique pour essayer de trouver la formule brute. Eh bien, on voit que pour cet ion, on a plusieurs propositions fournies par la machine. Donc, la masse mesurée dans la colonne de gauche, 353,0873, la masse calculée, 353,0873, pour C16H17O9, et on a un fit confidence. Donc le fit, c'est sur notre machine le pourcentage de similitude entre le massif isotopique théorique et le massif isotopique mesuré,
et on voit 74%, donc très probablement c'est cette formule brute. Comment confirmer avec certitude l'identité de ces deux molécules? Eh bien, il faut se procurer les molécules pures, les acheter, et les analyser avec la même méthode. Eh bien, on trouve les deux molécules du standard, autant de rétention qui sont attendues pour chacune d'entre elles. Vous avez en bas le standard, et en haut, la chromatographie de l'échantillon. On confirme en regardant les spectres de masse, qui sont bien identiques dans le standard, par rapport au spectre de masse dans l'échantillon. Donc, ici, on a confirmé l'identité des molécules avec un niveau de confiance de 1, puisqu'on dispose des données chromatographiques et spectrales, des molécules de l'échantillon et d'un standard analysé dans les mêmes conditions. On pourrait rajouter, pour renforcer encore la confiance qu'on a dans l'identification, les données MSMS de fragmentation dans les standards et dans l'échantillon. On décide donc maintenant de chercher autour de la molécule 1 l'acide chlorogénique, donc si les pics contenant l'ion 353 pourraient être apparentés à cette molécule. Comment faire? Eh bien, il faut simplement afficher les spectres des molécules 3 et 4 qui entourent l'acide chlorogénique, donc qui sortent respectivement à 4,31 et 4,52. Et on va essayer d'aligner les EIC de ces différentes molécules pour constituer les spectres. On va faire une déconvolution manuelle. Donc on a ici le spectre à 4 minutes 31. Eh bien, on voit quels sont les ions qui sont caractéristiques de ce spectre. On trouve l'ion 353, effectivement, mais on trouve aussi 191, qui est écrasé, on le voit mal, par la proximité avec l'acide chlorogénique, mais il est bien présent, et il est aligné à 4 minutes 31. On trouve aussi 135, mais l'ion 289, lui, est décalé, donc il s'agit probablement d'une autre molécule qui sort à 4,34 minutes. Donc vous voyez, dans ce tout petit espace chromatographique d'élution, on a 3 molécules. Donc il pourrait s'agir d'un isomère de l'acide chlorogénique. Le spectre à 4,52 maintenant, eh bien on voit que les ions 353 et 191 sont bien alignés, mais tous les autres ions appartiennent à une autre molécule dont le sommet du pic se situe à 4 minutes 49. L'ion 330, lui, semble même double, il y a peut-être encore même une autre molécule qui coélue juste avant. Donc le spectre 452 est proche de celui de l'acide chlorogénique, donc il s'agit peut-être d'un isomère, mais on voit que son spectre est assez contaminé par des molécules qui coéluent. Quelles sont les conclusions qu'on peut tirer? Eh bien en chromatographie, on a vu deux molécules, l'une étant moins polaire que l'autre. En masse, on a trouvé les ions moléculaires, on a trouvé la masse exacte et une possibilité de formule brute. Ces deux molécules ont une structure commune, il y en a une simplement qui a une conjugaison supplémentaire à un acide caféique. Il y a présence d'isomères potentiels non loin de la molécule 1, et la fragmentation en source montre un possible résidu caféoïde. En MSMS, on a confirmé les fragments. Une recherche biblio et dans les bases de données ont donné les molécules candidates. Et puis la simulation de fragmentation est cohérente avec les structures. Donc on a ensuite les standards purs qui confirment l'identité de ces deux molécules au niveau 1. Donc on voit ici un cheminement permettant de passer d'une analyse non ciblée à une analyse ciblée avec identification des molécules à la clé. Alors c'est loin d'être toujours aussi simple, mais enfin, les grandes étapes en spectrométrie de masse qui permettent de faire ça, chromatographie, prendre toutes les informations qu'on peut à chaque étape, spectrométrie de masse, MS, MSMS, recherche biblio, etc. Tout ça peut conduire à des molécules candidates, et ensuite on achète les standards et on vérifie.